Bonjour et bienvenue à ce deuxième module qui porte sur le développement des concepts de numératie chez la petite enfance. Son contenu prolonge celui du premier module où nous avons discuté du concept de nombre. Au début, nous abordons le concept des fonctions cognitives que nous illustrons en nous basant sur le concept de nombre. Ensuite, nous discutons de deux grandes conceptions du développement de l'enfant, soit la conception naturaliste et la conception socioculturelle. Après avoir déposé son enfant à la garderie, M. Dupont trouve Mme Cynthia dans sa classe. Bonjour, Madame Cynthia. Bonjour, Monsieur Dupont. Est-ce que les activités sur la numératie vont bon train? Oui, ça va bon train. Les enfants ont commencé à compter. Ah bon? Et aujourd'hui, que feront-ils? Je suis sûre que vous avez de très bonnes idées. Vous voyez, aujourd'hui, nous allons avoir des activités qui renforceront les différentes fonctions cognitives que l'enfant mobilise en numératie. Fonctions cognitives, vous dites? Oui, c'est ça. Vous semblez un peu confus, Monsieur Dupont. Je vous explique. Par exemple, quand l'enfant résout des problèmes, il s'appuie sur des fonctions cognitives différentes. Ces fonctions cognitives se développent peu à peu en relation étroite avec le contexte social, historique et culturel. Ainsi, au début, l'enfant peut se servir d'objets pour résoudre un problème. Quelque temps plus tard, disons 1 an plus tard, l'enfant peut ne plus avoir besoin d'objets concrets. Il va alors utiliser le langage pour organiser ses actions. Voyez-vous, il y a dans ce cas-là un changement, une transformation. On dit qu'il y a eu du développement cognitif. Très intéressant ce que vous dites, Madame Cynthia. Vous parlez des fonctions cognitives et du changement de ces fonctions. Mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret? Oh, désolé, Madame Cynthia, je dois partir. J'ai une rencontre au bureau. Dans sa rencontre avec les premiers concepts mathématiques, le jeune enfant met en jeu toute une série de fonctions cognitives. Elles comprennent, entre autres, la mémoire, la perception, l'attention, le toucher et le langage. Regardons un enfant de 2 ans et 5 mois qui réalise une tâche d'association. Jaune, bleu, rouge. Tu vas les mettre dessus. Oui, bravo! Wow! Dans l'action de l'enfant, nous reconnaissons quelques fonctions cognitives mobilisées par l'enfant pour réaliser la tâche, comme la perception et la mémoire. En effet, nous constatons que l'enfant organise ses actions de sorte qu'il met d'abord les oursons jaunes sur la feuille jaune. Cette association repose sur une reconnaissance de couleur. La reconnaissance de la couleur met en jeu la perception. Mais la reconnaissance de la couleur n'est pas suffisante. Pour exécuter la tâche, l'enfant doit se rappeler qu'elle va d'abord s'occuper des oursons de couleur jaune. Cette information doit être gardée en mémoire. Si elle oubliait la couleur en question, elle ne serait plus en mesure de continuer. Une fois qu'elle a fini de placer les 3 oursons jaunes sur la feuille jaune, elle passe à la deuxième partie de sa tâche et s'occupe des oursons bleus. Remarquons que, bien qu'elle ait encore dans ses mains des oursons jaunes, son attention se tourne déjà vers les oursons bleus. Sa perception et son attention sont sélectives. Les oursons rouges sont tout près des oursons bleus. Pourtant, ils sont comme mis en arrière. Ils sont ignorés, si on peut dire. Il y a aussi, dans cet exemple, une autre fonction cognitive, le toucher.
Le toucher apparaît à l'œuvre dans la prise des oursons. Dans l'action que fait l'enfant pour trouver les oursons visés sur la table, l'œil et la main travaillent ensemble. Dans un effort d'économie pour saisir les oursons, l'enfant utilise ses deux mains. Les fonctions cognitives se développent au cours du temps. Il ne s'agit pas d'un développement linéaire, comme à l'image du développement d'une plante. Au contraire, le développement de l'enfant suit un parcours d'organisation et de réorganisation de plus en plus complexe, où l'on voit apparaître des sauts, des tournants et des changements brusques de direction. Dès sa naissance, le nouveau-né voit, écoute et touche le monde qui l'entoure. Les recherches en psychologie du développement ont montré que le fonctionnement cognitif de l'enfant est au départ organisé autour de la perception visuelle et sonore et par la dimension corporelle avec laquelle il explore le monde. C'est par l'entremise du mouvement corporel et la perception visuelle et sonore que les enfants de moins de 3 ans parviennent à former une certaine conscience de soi, une conscience des autres et celle de leur environnement. Selon le psychologue Lev Vygotsky, la perception du jeune enfant s'organise d'abord autour de la forme. L'attirance par la forme chez le tout-petit expliquerait ce que nous avons vu au module précédent, à savoir que les nouveau-nés peuvent distinguer entre deux collections, quand le nombre d'objets entre une collection et l'autre est relativement considérable. Cette subordination de la perception à la forme peut aussi aider à expliquer pourquoi les nouveau-nés peuvent remarquer qu'on a enlevé ou ajouté un élément à une collection de 2 ou 3 objets. Par contre, les nouveau-nés ne semblent pas être sensibles à l'ajout d'un élément ou au retranchement d'un élément en présence de collections plus nombreuses. Dans ce cas, les collections sont apparemment semblables. Même si le jeune enfant ne peut pas encore parler, il écoute. Il écoute les adultes nommer des objets. Mais dès que sa mère ou un autre adulte lui montre et nomme un certain objet, celui-ci se distingue rapidement de son environnement et devient son centre d'attention. Après avoir observé attentivement les objets nommés par les adultes, l'enfant essaie lui-même de les nommer. Dans ces babillements, nous trouvons les premiers efforts que fait l'enfant pour organiser ses actes de perception et d'attention. Et c'est dans ces babillements qu'une mémoire plus complexe que celle provenant des impressions purement visuelles ou auditives commence à se former. C'est à ce moment que la mémoire de l'enfant dépasse l'immédiateté des choses et que sa pensée va au-delà du champ de la perception. Je comprends mieux ce que vous voulez dire par les fonctions cognitives. Bien sûr, j'ai déjà entendu parler de la mémoire, la perception, etc. Suite à notre discussion, je me suis renseigné un peu sur les fonctions cognitives et je suis tombé sur un point intéressant qui a piqué ma curiosité. Ah oui? Lequel? Eh bien, je lis que c'est à travers les mots que les enfants pourront aller au-delà de ce qu'ils voient devant eux. Il me semble que c'est important. Oui, c'est très important, car à travers de les mots, les enfants pourront imaginer des choses. Je vois. Cela me rappelle ma petite Martine. Lorsqu'elle commençait à parler les premiers mots, j'étais loin d'imaginer que cela ouvrait pour elle une nouvelle dimension dans le monde de l'imagination. Oui, c'est vrai, mais le langage n'affecte pas seulement le monde de l'imagination et de la pensée. Il permet à l'enfant aussi de réorganiser ses actions. La recherche en psychologie de l'apprentissage nous montre que la langue se constitue un moyen culturel à travers lequel la pensée et l'action de l'enfant sont complètement réorganisées. Voici un exemple. Un enfant de 4 ans compte des points sur un wagon. La collection d'objets à compter qui apparaissait avant comme un tas d'objets pêle-mêle acquiert une organisation interne. À travers des mots, l'enfant peut maintenant qualifier les objets selon des propriétés spatiales. Il y aura des objets qui sont perçus plus vers le haut et des objets qui sont perçus plus vers le bas, plus vers la gauche, plus vers la droite.
Le comptage s'organise et se raffine en conséquence. Aidé par le langage, cet enfant compte en ordre. D'abord les points situés en haut, dessinés sur le wagon, après ceux placés en bas. Imaginons la situation suivante. Un enfant de 2 ans et demi est placé devant 6 autos des couleurs différentes, rouge et bleu. On lui demande de mettre ensemble les autos qui ont la même couleur. Est-ce que la seule fonction cognitive nécessaire à la réussite de la tâche est la capacité de l'enfant à distinguer des couleurs? D'après ce que nous avons déjà appris, la réponse est non, n'est-ce pas? Nous avons vu que l'enfant doit aussi mobiliser d'autres fonctions psychologiques comme la mémoire. L'enfant doit garder en mémoire la couleur pour accomplir la tâche. Supposons maintenant qu'en plus d'avoir 2 couleurs, bleu et rouge, les autos ont 2 tailles différentes, grand et petit. Cette fois-ci, on demande à l'enfant de mettre ensemble les petites autos qui ont la même couleur. Est-ce que la tâche devient-elle plus complexe que celle de la question précédente? Oui, en effet, l'enfant doit considérer 2 éléments complémentaires. Il doit mettre en relation 2 caractéristiques perceptuelles, la taille et la couleur des objets. Dans un premier temps, l'enfant porte l'attention sur la taille et choisit les petites autos. Dans un deuxième temps, en s'occupant seulement des petites autos, l'enfant met ensemble celles qui ont la même couleur. Cela ajoute de la complexité à la tâche. Le psychologue suisse Jean Piaget a eu l'idée suivante. Il a pris 2 jeunes enfants individuellement et il a demandé à chacun de placer des objets bleus dans un bocal et des objets verts dans un autre bocal identique au précédent. L'enfant ne savait pas qu'il y avait autant d'objets bleus que d'objets verts. Il a demandé à l'enfant de mettre simultanément, un à un objet bleu dans un bocal et un objet vert dans l'autre bocal, de telle sorte que, même sans compter, l'enfant arrive à la conviction qu'il y a autant d'objets dans un bocal comme dans l'autre. Les enfants ont ainsi abouti à quelque chose comme ceci. Ensuite, il a demandé à l'enfant de verser le contenu du bocal bleu dans un bocal d'une autre forme. Le bocal était moins large et plus haut. Quand l'enfant a versé le contenu, il voyait quelque chose comme ceci. À la grande surprise de Piaget, les enfants soutenaient qu'il y avait plus d'objets bleus que verts parce que le bocal est plus élevé. Ceci arrivait systématiquement chez les enfants de moins de 5 ans. L'explication que proposait Piaget était que les enfants n'étaient pas parvenus à comprendre la conservation de la quantité, même pour une petite quantité d'objets. Par conservation de la quantité, Piaget voulait dire que les enfants comparent adéquatement 2 collections sans se laisser prendre par l'apparence perceptuelle. Les enfants qui ne sont pas parvenus à comprendre la conservation de la quantité jugent perceptuellement. Ils jugent le nombre par l'espace occupé. Il s'agit d'une conception visuelle du nombre. Ainsi, vous pouvez présenter 2 collections comme celle-ci à des enfants âgés de 5 ans ou moins. Séparez un peu les objets verts comme ceci. Ils diront probablement qu'il y a plus de fiches vertes. Piaget a conclu que l'enfant n'avait pas encore atteint le concept de nombre. Plutôt que de s'arrêter sur la relation quantité entre les collections, l'enfant a porté son attention sur l'apparence. La perception lui a joué un mauvais tour. Pourtant, ces enfants de 4 ans ou de 5 ans qui échouent l'épreuve de la conservation de la quantité peuvent en général bien compter les petites collections. Par exemple, une fille de 5 ans a correctement compté les 2 collections. Elle a dit qu'il y avait 5 objets dans chacune. Ensuite, quand nous lui avons posé la question « Où est-ce qu'il y en a plus?», elle a répondu que c'est dans la collection des fiches vertes où les éléments étaient visuellement plus dispersés.
Voyons un enfant de garderie compter et comparer des collections. Emma, est-ce que tu peux compter? Compte les blocs. 1, 2, 3, 4, 5. OK, Emma, on va recommencer. Juste le rouge. OK, recompte le rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'ils sont pareils? Non. Ils ne sont pas pareils. Oui. Oui, il y en a combien? 1, 5, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Y en a-tu plus de bleu ou plus de rouge? Je pense qu'il y a plus de rouge. Ils sont pas pareils? Il y en a... Ah, ils sont pareils, hein? Il y en a 5 et 5. Nous voyons que, quand l'éducatrice demande à Emma si les deux collections sont pareilles, la première réaction d'Emma est de dire non. L'éducatrice reprend la réponse d'Emma et la formule en question. Elle dit « Les collections ne sont pas pareilles ». Emma devine probablement que sa réponse n'est pas juste et change d'avis et dit « Oui ». L'éducatrice soupçonne que la raison qui amène Emma à dire que les deux collections sont pareilles n'est pas encore tout à fait claire. Elle essaie d'attirer l'attention d'Emma sur la quantité et pose la question « Il y en a combien ?» Emma répond « 7, 8, 9 ?» À ce moment, certains objets ont été déplacés. L'éducatrice aligne les objets à nouveau pour que l'enfant voie que les deux collections sont superposables, c'est-à-dire qu'elles sont identiques du point de vue de la quantité. L'éducatrice revient sur la question. Y en a-t-il plus de bleu ou plus de rouge? Emma répond « Rouge ». Quand l'éducatrice formule encore une fois la question, la petite Emma change d'avis. « Non. Oui. » Cependant, la réponse semble être guidée plus par la volonté de s'aligner sur le point de vue de l'adulte que pour une raison purement mathématique. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, l'éducatrice a séparé les objets rouges devant Emma. L'éducatrice a demandé à Emma de dire s'il y avait plus d'objets rouges ou bleus. Emma a répondu qu'il y avait plus de rouge. Ensuite, l'éducatrice et Emma ont compté ensemble les objets rouges, puis les objets bleus. 1, 2, 3, 4, 5. Compte les bleus. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'ils sont pareils? Oui. Oui, il y en a 5 et 5. À la fin, Emma et l'éducatrice déterminent ensemble qu'il y a 5 objets dans chaque collection. L'éducatrice pose la question. Est-ce que les collections sont pareilles? Emma répond oui. L'éducatrice résume la raison mathématique. Oui, il y en a 5 et 5. Comment interpréter les résultats de cette tâche du point de vue du développement des concepts du nombre chez l'enfant? Dans le module précédent, nous avons vu que le concept de nombre repose sur l'idée de quantité. Deux collections ont une même quantité si on peut mettre en correspondance un à un leurs éléments. Une autre façon de le dire, c'est qu'on peut superposer exactement leurs éléments. Dans ce cas, les collections sont pareilles quant à leur quantité. Dans les passages d'échange avec Emma, la disposition spatiale que l'éducatrice a choisie mettait justement en évidence la correspondance entre les éléments des deux collections. Cependant, l'attention d'Emma était ailleurs. L'acquisition du concept de nombre exige d'apprendre à poser l'attention là où c'est important. En fait, on n'a pas besoin de compter les objets des collections pour pouvoir dire si oui ou non les collections d'objets bleus et rouges sont pareilles. Il suffit de voir que les collections sont exactement superposables. C'est-à-dire qu'à chaque élément de la collection d'objets rouges correspond un élément de la collection d'objets bleus et réciproquement. On peut alors se poser la question, à quoi sert le comptage? Chez les petits, le comptage peut servir de moyen de contrôle. Si on continue avec notre exemple d'Emma,
nous voyons que le comptage peut servir à assurer que chaque collection a la même quantité d'objets. Dans ce cas, les collections sont pareilles. On peut superposer les éléments d'une collection à ceux de l'autre collection. Leur nombre est la quantité commune. Il faudra encore s'assurer que l'enfant comprend que le comptage lui offre un moyen pour déterminer mathématiquement si les collections sont pareilles ou non. C'est cette stratégie que suit l'éducatrice dans son interaction avec Emma. D'après ce que nous venons de voir, considérons la question suivante. Est-ce qu'un enfant qui peut compter correctement les objets des deux collections va nécessairement pouvoir répondre à la question où il y en a plus ou à la question est-ce que les collections ont un même nombre d'objets? Qu'en pensez-vous? En fait, ce que les épisodes avec Emma nous révèlent, c'est que ce n'est pas parce qu'un enfant a la capacité de compter des objets qu'il est en mesure de comparer la quantité des deux collections. Apprendre à comparer des collections exige un traitement cognitif plus complexe. Il y a des pièges qui surplombent les parcours cognitifs de l'enfant. En comparant des collections, les jeunes enfants vont souvent se laisser piéger par la perception. La question qui se pose pour ceux et celles qui travaillent avec des jeunes enfants est de savoir quoi faire. Nous avons vu que jusqu'à l'âge approximatif de 5 ans, en comparant des collections, les enfants portent des jugements sur la base de la perception. Nous arrivons maintenant à une question importante sur laquelle il convient de bien réfléchir. Voici la question. D'après ce que nous venons de voir, est-ce que les éducateurs et les éducatrices n'auraient donc rien à faire avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 5 ans pour comprendre comment comparer des collections? On pourrait penser que c'est bien le cas. On pourrait argumenter que les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 5 ans possèdent une conception visuelle du nombre. Ils jugent le nombre par l'espace occupé par les objets. Il faudra donc attendre qu'ils aient atteint 5 ans avant de leur apprendre à comparer les quantités de deux collections. C'est une réponse assez logique. Mais la recherche nous dit qu'elle n'est pas exactement vraie. Ce que la recherche nous dit est tout autre chose. C'est que même si un enfant de moins de 5 ans n'est pas capable de dire que deux collections ont un même nombre d'objets, cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas commencer à comprendre comment comparer deux collections d'objets, notamment avec l'aide d'une personne adulte. 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, cette réponse dépend de votre conception du développement de l'enfant. D'une manière générale, on peut distinguer deux grandes conceptions du développement. Elles se distinguent par la manière dont elles conçoivent l'enfant. On peut appeler la première une conception naturaliste. Dans cette conception, on présume que l'enfant arrive au monde avec un ensemble de prédispositions naturelles, lesquelles ne feront que se développer et atteindre un niveau de maturité au cours de la vie. Métaphoriquement parlant, on peut dire qu'on voit l'enfant comme s'il était une plante ou un arbre. C'est de cette conception que vient le terme « jardin d'enfants ». Dans cette conception, le développement de l'enfant est décrit comme un processus de maturation. On présume que l'enfant ne peut rien apprendre s'il n'est pas prêt, c'est-à-dire si ses fonctions cognitives ne sont pas parvenues à maturité afin de soutenir l'apprentissage. Cette conception de l'enfant est celle que nous trouvons dans beaucoup de documents pédagogiques qui traitent du développement et de l'apprentissage durant la petite enfance. Comme on présuppose que l'enfant se développe par ses propres actions, les éducatrices et les éducateurs sont encouragés à agir selon les intuitions et les intérêts de l'enfant. On considère donc inapproprié d'amener l'enfant à agir d'une certaine façon si cela ne provient pas de lui.
L'éducatrice et l'éducateur restent aussi aux aguets en observant ce que fait l'enfant afin de trouver des moments précis pour intervenir. L'éducatrice ou l'éducateur est vu comme quelqu'un qui est là pour aider l'enfant, comme quelqu'un qui attend que l'enfant atteigne un certain développement pour pouvoir lui enseigner un certain contenu. Ce dessin illustre cette idée. On y voit l'enfant grimper par lui-même une côte, la côte du développement. L'éducatrice attend que l'enfant atteigne un certain niveau de maturité pour pouvoir intervenir. Une des caractéristiques de cette conception naturaliste du développement est qu'elle ne donne pas beaucoup de place à l'influence que peut avoir la société et la culture dans le développement de l'enfant. Par contre, l'autre conception du développement de l'enfant insiste sur le fait que le développement est lié de manière profonde à la culture dans laquelle vit l'enfant. La culture offre une gamme de possibilités d'action et de réflexion à l'enfant. On peut appeler cette deuxième conception du développement une conception socio-culturelle. Un de ces points centraux de cette conception est de concevoir le développement des fonctions psychologiques comme un processus de transformation qui a lieu dans l'interaction de l'enfant avec son milieu et en particulier avec les adultes. Dans cette perspective, il n'y a pas de raison d'attendre à ce que les fonctions psychologiques de l'enfant aient atteint leur plein niveau de maturité. Le développement des fonctions psychologiques ne suit pas de lois naturelles et biologiques strictes. Ces fonctions sont vues comme plus flexibles, plus ouvertes. Elles dépendent de l'engagement de l'enfant dans des activités collectives à la garderie, à l'école, au sein de la famille et de la société. Ce dessin illustre cette idée. Les enfants et l'éducatrice font chemin ensemble. Ils se tiennent la main. Ensemble, ils posent des questions et réfléchissent aux réponses et aux façons d'agir. Ce n'est pas nécessaire de toujours partir de l'intuition et de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant est très important à prendre en compte, mais l'intérêt de l'enfant peut aussi être provoqué par l'éducatrice. Une éducatrice qui suit la conception naturaliste du développement pourrait dire que l'enfant n'est pas prêt. Ses fonctions psychologiques ne sont pas encore prêtes pour répondre à la question à savoir s'il y a plus d'objets rouges ou bleus. Il vaut donc mieux attendre. Par contre, une éducatrice qui suit la conception socio-culturelle du développement pourrait dire autrement. Cette éducatrice pourrait dire que, dans son échange avec l'adulte, l'enfant commence à comprendre peu à peu le sens de certaines expressions mathématiques. Ainsi, même s'il n'arrive pas à réussir complètement la tâche, il commence à comprendre quoi faire lorsqu'on lui demande si deux collections sont pareilles. Au niveau psychologique, si l'attention de l'enfant et son raisonnement étaient portés par une attention à la forme perceptuelle des collections, son attention commencerait petit à petit à s'arrêter sur d'autres aspects. Par le questionnement de l'éducatrice et à travers l'échange avec celle-ci, les fonctions psychologiques de l'enfant qui n'étaient pas encore assez développées peuvent se développer davantage. Peut-être que le processus socio-culturel de développement des fonctions psychologiques prendra du temps. Mais cela ne veut pas dire que cette interaction de l'enfant et de l'adulte constitue du temps perdu. C'est un point de départ à une compréhension qui s'achèvera plus tard et qui prépare l'enfant aux apprentissages scolaires. Parmi les deux conceptions naturalistes et socioculturelles du développement, laquelle vous semble plus pertinente? Si vous pensez que la conception du développement plus pertinente est la conception naturaliste, alors vous seriez de ceux et celles qui pensent que le développement de l'enfant comme un processus naturel qui suit son propre rythme, un peu comme un fruit qui arrive à maturation peu à peu. Si vous pensez que la conception du développement plus pertinente est la conception socio-culturelle, alors vous seriez de ceux et celles qui pensent le développement de l'enfant comme un processus qui est profondément affecté par l'environnement de l'enfant.
Voici un jeu autour du concept de comparaison de nombres pour la petite enfance. Vous placez 6 oursons sur une table. Vous donnez 2 blocs à Manuel et lui demandez de les mettre devant les oursons. Ensuite, vous demandez à Manuel d'aller prendre des blocs dans un panier que vous avez préparé à l'avance. Il doit ajouter ces blocs aux blocs sur la table. Pour gagner le jeu, Manuel doit s'assurer que le nombre de blocs de sa nouvelle collection demeure plus petit que le nombre d'oursons. Vous comparez ensemble les 2 collections en pointant les objets au fur et à mesure que vous les comptez et ensemble, vous constatez si oui ou non Manuel a gagné le jeu. Vous savez, Madame Cynthia, je viens de me renseigner sur les 2 conceptions du développement de l'enfant. Lequel, Monsieur Dupont? Les conceptions naturalistes et socioculturelles. Ah, je vois. À laquelle de ces conceptions adhérez-vous, Madame Cynthia? Ou peut-être que vous avez une autre idée? Vous voyez, il y a quelques années, la conception naturaliste était largement acceptée. Cependant, on a compris peu à peu que le contexte social, historique et culturel de l'enfant joue un rôle très important dans son développement. Je crois que notre développement conceptuel est imbriqué dans la culture à travers le langage, la technologie, les pratiques sociales auxquelles nous participons, nos interactions avec d'autres personnes, etc. C'est un bon point. Je vais continuer à y réfléchir. Ce module a été consacré à l'étude du développement des concepts reliés à la numératie durant la petite enfance. Nous avons débuté par une réflexion sur les fonctions cognitives. En regardant un enfant devant une tâche d'association de couleurs, nous avons pu apprécier l'importance de la mémoire, la perception, l'attention et le toucher. Ensuite, nous avons exploré l'acquisition du concept de nombre chez l'enfant. Nous avons commencé par constater le rôle de la perception dans la compréhension que se fait l'enfant de la quantité d'une collection. En particulier, la recherche de Jean Piaget nous a permis de voir que les jeunes enfants de moins de 5 ans pensent les nombres à travers une conception perceptuelle, ce qui se présente comme un obstacle à la compréhension du nombre. Les enfants jugent le nombre par l'espace occupé. Quand l'enfant parvient à la conservation de la quantité, les enfants comparent adéquatement 2 collections sans se laisser prendre par l'apparence perceptuelle. C'est-à-dire, les enfants procèdent à comparer les collections en mettant en correspondance 1 à 1 les éléments des collections. Après, nous avons discuté de 2 grandes conceptions du développement de l'enfant, la conception naturaliste et la conception socioculturelle. 1, 2, 3, 4.